Europa seit 1989. A. Die Wende 1989, 1991. 1989 brechen die Volksdemokratien von Osteuropa zusammen. Freie Wahlen werden in Polen, Ungarn, in der DDR, in der Tschechoslowakei usw. Organisiert und das Mehrparteiensystem ersetzt das Einparteiensystem, nur die Kommunistische Partei. Liberale Demokratien entstehen also in Osteuropa. Der Eiserne Vorhang, Teilung von Europa und die enge Beziehung mit der UdSSR, politisch, wirtschaftlich, militärisch, sind nun zu Ende. Der Warschauer Pakt wird 1991 aufgelöst. Die Wiedervereinigung von Deutschland im Oktober 1990 ist das erste Ergebnis dieser Wende. Sie führt auch zu einer Wiedervereinigung von ganz Europa. Im Juni 1993 billigte die EWG auf dem Gipfeltreffen von Kopenhagen das Prinzip der Osterweiterung. Im Dezember 1991 wird sogar die UdSSR aufgelöst. B. Der Maastrichter Vertrag 1992. Die Wiedervereinigung Deutschlands verändert das Kräfteverhältnis innerhalb Europas, besonders zwischen Frankreich und Deutschland. Frankreich, Präsident Mitterrand, nimmt die Wiedervereinigung an, fordert aber im Gegenzug von den Deutschen eine tiefere europäische Integration. Depuis les accords de paix de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne doit obtenir l'aval des États-Unis, de l'URSS, de la France et de la Grande-Bretagne pour toutes les décisions qui concernent son avenir. Les quatre puissances peuvent mettre leur veto à la réunification. Helmut Kohl va alors tenter un coup de force. Ce jour-là, le chancelier se présente devant le Parlement allemand. Il a un texte en main, il paraît tendu. Aucun des députés présents ne connaît le contenu du document. Il avait tellement peur qu'il y ait des fuites qu'il l'avait fait taper par sa femme. Il n'avait même pas prévenu son ministre des Affaires étrangères. À la stupéfaction générale, Helmut Kohl présente un plan en 10 points. Objectif, parvenir à la réunification. Quelle sera la forme d'une Allemagne réunifiée? Personne ne le sait, mais que l'unité se fasse. Si les hommes le veulent, elle se fera. Les députés plébiscitent le plan du chancelier préparé dans le plus grand secret. Tout le monde est furieux. Il a prévenu personne. Même Bush père avait reçu en catastrophe une heure avant le texte en allemand non traduit. Donc il se dit, mais comment se fait-il? Il m'a rien dit. Thatcher, j'en parle même pas. Mitterrand m'appelle. Je viens le voir. Il me dit que je n'ai pas du tout apprécié l'attitude de Kohl dans cette circonstance. La stratégie de Kohl est un succès. Il échappe aux pressions extérieures. Après avoir rallié le Parlement, il compte sur une adhésion populaire totale. La réunification passe en force. Pour Washington, Londres et Paris, l'opération est un camouflet. François Mitterrand est pris de court, mais tant que l'Allemagne n'est pas officiellement réunifiée, la France peut encore poser ses conditions. Ce sera l'union monétaire. Donc on peut exiger quelque chose contre la réunification, on exige la monnaie unique, ça on ne transigera pas, et le reste on verra après. En somme, c'était ça la position de la France. Reste un problème. Les Allemands sont charnellement accrochés aux marques. Jamais les Allemands, qui avaient le Deutsche Mark, une monnaie très forte, qui s'imposait à toute l'Europe et au monde, jamais l'Allemagne consentira à sacrifier sa monnaie. Et je me souviens que François Mitterrand nous disait, toujours avec son air un peu comme ça, malin, il disait oui, les Allemands ne sont pas pour la monnaie unique, les Allemands tiennent aux marques, il faut les comprendre, ils n'ont que ça. Depuis la fin de la guerre, le mark est le ciment de la République fédérale d'Allemagne, le symbole de son miracle économique. Une puissance bâtie sur un énorme potentiel industriel et une monnaie forte, sans cesse réévaluée. Le Deutsche Mark est le garant de la prospérité. Toucher à la monnaie, c'est briser l'Allemagne.
Im Februar 1992 wird der Maastrichter Vertrag zwischen den 12 Mitgliedstaaten der EWG unterzeichnet. Eine europäische einheitliche Währung wird vorangesehen, der Euro. Die Europäische Union muss die EWG ersetzen, die EU muss eine Außenpolitik haben. Für mehrere europäische Politiker ist die Währungsunion die erste Etappe auf dem Weg nach einem europäischen Staat. Die deutsche Regierung, Helmut Kohl, akzeptiert die Währungsunion, aber die künftige Währung muss dieselben Regeln wie die deutsche Mark haben. So entstehen die Konvergenzkriterien, unter denen der staatliche Schuldenstand darf nicht mehr als 60% des Bruttoinlandsprodukts betragen. Das jährliche Haushaltsdefizit darf nicht mehr als 3% des BIP betragen. Keine Währungsabwertung mehr. Les Allemands n'ont aucune confiance dans la gestion monétaire des Français. Les dévaluations se sont multipliées sous les gouvernements de droite comme de gauche. Dévaluation en 1981, 82, 83, 86. Une catastrophe pour les Allemands. Helmut Kohl fixe les règles du jeu. La monnaie unique sera une copie conforme du mark ou ne sera pas. Et la Banque centrale européenne sera calquée sur la Bundesbank, indépendante des politiques. Son seul objectif, lutter contre l'inflation. Comme le disait le ministre allemand de l'époque, Theo Wegel, au fond, il avait peur d'être contaminé par ce qu'il appelait les pays du Club Med. Alors, on ne savait pas trop s'y classer la France là-dedans, je crois pas, mais enfin, voilà. Après une courte pause, retour à la table des négociations. À Maastricht, la tension monte, la France entérine le principe d'une monnaie forte. Elle accepte le désormais fameux critère de convergence. Pour entrer dans l'euro, la dette d'un pays ne pourra pas excéder 60% du PIB et les déficits 3%. 1999 entsteht der Euro und die Europäische Zentralbank, die in Frankfurt sitzt. 2002 werden die Münzen und Banknoten eingeführt. Der Maastrichter Vertrag wird durch eine Volksabstimmung in Frankreich und nur mit knapper Mehrheit ratifiziert. Pour motiver les Français au référendum de Maastricht, le gouvernement met le paquet. En l'an 2000, on aura l'air bête de s'être posé la question. Moi, je veux voir ça avant d'être trop vieux. Je vais enfin pouvoir travailler en Italie. On rêve. Moi, je suis pas d'accord. Non. Mais non, je blague. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Il est d'accord. Optimisme BA, signé Séguéla. Les premiers sondages prédisent une victoire écrasante pour le oui. Mais quand par acquis de conscience, Pilan cherche à mesurer l'impact de la campagne, il comprend qu'il mène Mitterrand au désastre. Jacques Pilan, journal Le Débat. Lorsque nous avons demandé aux gens, vous, personnellement, vous allez profiter ou vous allez souffrir de Maastricht? Près de 80% nous ont répondu « je vais souffrir ». En creusant, nous nous sommes aperçus que la représentation des élites avait changé en France et qu'elles étaient perçues comme travaillant dans leur propre intérêt, au détriment de l'intérêt général. Jacques Pilan réussit à convaincre l'Élysée qu'il faut immédiatement changer de mode de campagne. On arrive à une formule qui est une Europe forte vous protégera mieux. Allons-y. 3 heures face aux Français. Voilà, le président de la République. Mitterrand, déjà très atteint par le cancer, n'aura qu'un seul complice, Guillaume Durand. Mission, rassurer, en martelant le thème de l'Europe protectrice, devant 23 millions de téléspectateurs. Le traité de Maastricht ou d'Union européenne a été prévu par nous, surtout par Helmut Kohl, par Jacques Delors et par moi-même, afin d'organiser ce marché-là, afin de protéger nos pays, et pour moi protéger les Français, contre le fait qu'il n'y aura plus de frontières. Et il faut cependant qu'il y ait des lois communes, qu'il y ait une réglementation, qu'il y ait une protection. Le traité de Maastricht est un traité de protection pour mettre en œuvre le marché sans frontières. Il est probable que l'emploi de cette ligne politique-là, un peu différente, a déplacé 2 points, quoi. Et je pense que l'on peut donner la première estimation du résultat. La France dirait oui à l'Europe, 51%. Le résultat est donc très serré. C. Erweiterungen und Schwierigkeit der Vertiefung von 12 bis 28 Mitgliedstaaten.
1995 treten Österreich, Finnland und Schweden der EU bei. 2004 treten Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Slowenien, Zypern und Malta der EU bei. 2007 treten Rumänien und Bulgarien der EU bei. Und 2013 tritt Kroatien der EU bei. 2. Vertiefung, Vertrag über eine Verfassung für Europa und Lissabonner Vertrag. Nach der Osterweiterung muss die EU sein politisches System reformieren. Der Vertrag über eine Verfassung für Europa wird im Oktober 2004 von den 25 Mitgliedstaaten der EU unterzeichnet. In dieser Verfassung stehen zum Beispiel die wirtschaftlichen Ziele der EU, der freie und unverfälschte Wettbewerb, Concurrence libre et non faussée, das Wirtschaftswachstum, die Preisstabilität, die soziale Marktwirtschaft und so weiter. In Frankreich und in den Niederlanden wird durch Volksabstimmung diesen Vertrag abgelehnt. Et si les gens votent non à la Constitution? Oh ben, c'est extrêmement simple. Hein. Si les gens votent non, tout ce que je t'ai dit, qu'il y a de nouveau, et plein d'autres choses encore, on les aura pas. On a des enfants les uns et les autres, il faut penser à eux. Le problème n'est pas de savoir qui gouvernera la France demain. Le problème n'est pas de savoir quel est l'objet de notre débat de politique intérieure. C'est que la petite fille aujourd'hui qui a 10 ans, le petit garçon qui a 10 ans, il aura 18 ans, il aura sa majorité quand ce traité viendra à maturité. C'est pour eux, pour la France. Et nous allons maintenant parler d'Europe avec Laurent Fabius. Bonsoir. Bonsoir, madame. Nous sommes le 8 mai 2005. Toute l'Europe commémore la fin de l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale, la paix revenue en Europe. Et vous venez nous dire donc ce soir qu'il faut dire non à la Constitution européenne. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important, le chiffre peut être affiné. Der Vertrag von Lissabon ersetzt den Text des Vertrags über eine Verfassung für Europa und in Frankreich wird diesmal nur vom Parlament 2007 ratifiziert. Tiens, un traité européen. La dernière fois, c'était en 2005. C'était compliqué. Alors on avait lu, réfléchi, débattu. Et finalement, on avait dit non au référendum. C'était gênant. Alors les chefs d'État européens ont coupé, copié, collé, recollé des morceaux du traité. Ils l'ont appelé traité de Lisbonne. Et la droite, plus la majorité du PS, l'ont fait passer sans référendum.